C'est pas quelque chose qu'on a inventé au XIXe siècle, ni au XXe siècle, ni au moins aujourd'hui. Les choses ont commencé à se structurer. Alors, je ne prends l'exemple de la France parce qu'il va avoir des conséquences pour nous, tout simplement. Les choses ont commencé à se structurer à partir du moment où le pouvoir monarchique a voulu s'organiser, a voulu devenir un État royal, et en même temps qu'il a mis en place une administration pour les impôts, une armée, une monnaie, eh bien, le quadrillage de l'espace public est devenu essentiel, est devenu un espace politique. Donc, baptiser des noms de rue, mettre des statues, baptiser des places, ça a été à partir d'Henri IV, donc à partir de la fin du XVIIe siècle, une volonté de renforcer le pouvoir royal. Il y avait par exemple beaucoup de rues royales, de places royales. Les premières places à Paris vont avoir des statues équestres des rois, dont le roi Henri IV qui se trouve sur le pont Neuf. Donc c'était une volonté de propagande, bien entendu. La Révolution, par exemple, qui est passée par là, a fait table rase du passé, exit les rues royales, exit les noms de saints, et on a vu fleurir rue de l'égalité, rue de la liberté, place de la nation, qui existe encore aujourd'hui. Par exemple, à ce moment-là, Fort-de-France, qui s'appelait Fort Royal, Fort de la Royauté, est devenu Fort-de-France. À un moment donné, c'était Fort la République, puis c'est redevenu Fort Royal, puis à nouveau Fort-de-France. Donc vous voyez que ce n'est pas quelque chose de figé, c'est quelque chose qui évolue en fonction des régimes politiques et de la nature du régime politique. Par exemple, la place de la Concorde, elle s'appelle la place Louis XV. Elle s'est appelée la place de la Concorde, c'est là qu'on a guillotiné le plus de personnes pendant la Révolution. Sous l'Empire, il y a eu une vraie volonté sous l'Empire de Napoléon Ier de marquer cet espace avec tous les généraux. Et quand j'étais adolescente, quand je suis arrivée à Paris pour faire des études, on m'a dit prends le boulevard des Maréchaux et à la petite ceinture. Moi, je n'avais pas compris le boulevard des Maréchaux. Et en fait, ce sont tous les généraux et les maréchaux, maréchal d'Empire, qui forment la ceinture de Paris. Et j'ai mis du temps à le comprendre. Donc, il y avait cette volonté-là. Puis, avec la Seconde République et la Troisième République, alors, ça va nous toucher fortement, on a honoré les grands républicains ou ceux qui avaient pris position pour la République, avec donc des noms comme évidemment Lamartine, Victor Hugo, François Arago, tous les noms que l'on trouve au centre-ville de Fort-de-France ont été dénommés à partir de la Troisième République. Puis, avec des personnages comme socialistes qui étaient importants, comme Jean Jaurès, parce que toutes les villes de France ont une rue Jean Jaurès, ici aussi, l'avenue des Terres-Villes, c'est l'avenue Jean Jaurès. Puis, avec des personnages de la Première Guerre mondiale, des quartiers réservés à la Première Guerre mondiale, des personnages aussi de la Résistance vont faire leur entrée. Et donc, au fur et à mesure, l'histoire, les différents moments d'un pays, d'une époque, vont entrer dans les noms des villes. Alors, c'est bien ce que disait Annie Chanté. Se promener aujourd'hui dans une ville, c'est prendre une leçon d'histoire. Se promener dans Fort-de-France n'est pas anodin. Les rues, les noms de rues correspondent à des époques, correspondent à des volontés politiques, correspondent à des périodes bien précises et puis aussi correspondent à une idéologie. Ce n'est pas par hasard qu'il y a beaucoup de noms de républicains à Fort-de-France, beaucoup de noms de socialistes, beaucoup de noms de révolutionnaires de France, mais aussi de la Caraïbe, d'Amérique, d'Afrique, etc. Parce que la municipalité au XXe siècle a d'abord été radicale avec Victor Sévère et la municipalité ensuite a été communiste puis progressiste. Donc il était difficile de lier des noms de personnalités, on va dire, de droite. Alors, je vous ai préparé pour vous montrer aussi que cette évolution des noms de rue, elle est liée aussi à la taille des villes. Alors, je vais essayer de vous retrouver des cartes de Fort-de-France. La première carte, elle date de 1680, il n'y a presque rien. Celle de gauche, on voit le Fort Saint-Louis, qui est en construction.
vous le repérez, le fort Saint-Louis. On aperçoit, comment s'apercevoir le petit quadrilatère qui va devenir la ville basse, ce qu'on appelle la ville basse, qui va devenir le centre-ville. Vous le voyez, il n'a rien encore. Donc on voit la baie, le carénage avec des bateaux, la baie, et puis on voit le fort Saint-Louis qui est en construction, et puis tous les marécages. Donc 1680, Fort-de-France, c'était rien, c'était quelques casemates, c'était Saint-Pierre, la ville importante, et c'était du marécage insalubre, putride, avec des fièvres, avec des maladies infectieuses, bref, le lieu où il ne fallait pas vivre. Le lieu où il ne fallait pas vivre. Le lieu où l'on vivait était à Saint-Pierre. La deuxième carte est une carte de Moreau du Temple, l'ingénieur du roi, qui a cartographié toute la Martinique, qui est magnifique et qui a été éditée, mais que vous pouvez retrouver. Et vous voyez déjà qu'en entre 1780 et 1760, on a en un siècle, les choses ont beaucoup évolué et on voit apparaître en rouge. En rouge, on voit le centre-ville qui apparaît. Le petit centre-ville. Donc, 1770, c'est tout ce qui apparaît. Vous avez le fort Saint-Louis, les gros rochers avec le fort Saint-Louis, et puis vous avez le fort aujourd'hui de Zé, et puis il n'y a pas encore le fort d'Armançon, et vous voyez les collines qui sont environnantes, et Fort-de-France a à peine quelques rues, et donc il n'y a pas de difficulté encore à nommer. C'est juste quelques rues, les terres n'existent pas, le boulevard du général de Gaulle n'existe pas, et donc cela aussi est lié. Mais il y a déjà beaucoup de dénominations qui sont proposées dans toute la Martinique, qui existent, qui ont demeuré jusqu'à aujourd'hui. Alors, cette carte est intéressante parce qu'elle date de 1870. Évidemment, je ne suis pas une grande technicienne, donc j'ai fait des bêtises. Sur cette carte, donc de 1870, il y a les noms de rues qui ont été données, on va dire, au 19e siècle, dans les années, on va dire 1830, 1840, avant la Révolution de 48 et avant le Second Empire. Et croyez-moi sur parole, parce qu'on n'arrive pas à lire, il n'y a que des noms de saints. Il y a la rue actuelle qui est la rue Victor Sévère, la rue du gouvernement, la rue qui passe devant la mairie, devant la préfecture, la rue du gouvernement. Ensuite, vous avez la rue Elisabeth, la rue des Fossés, qui est la rue Montjournès actuellement. D'ailleurs, la rue des Fossés, elle est encore inondée actuellement quand il pleut beaucoup, c'est la rue des Fossés. Puis la rue Saint-Louis, puis la rue Sainte-Catherine, la rue Blénac, déjà, et la grande rue, la rue Victor Hugo, et puis ce qu'on appelle aujourd'hui la rue des Proches s'appelait la rue du bord de mer. C'était la rue du bord de mer, et vous aviez Louvois, vous aviez l'usine déjà, à la Pointe-Simon, je ne sais pas si vous voyez la Pointe-Simon, on voit bien l'usine. Il y avait de côté le dépôt d'immigration, l'abattoir, juste de l'autre. Vous reconnaissez donc 1870. Donc vous avez ici l'usine, la première usine centrale de Martinique va être à la Pointe-Simon, ce qui montre que bien avant la catastrophe de Saint-Pierre, la ville de Fort-de-France est la ville la plus moderne. C'est important de le savoir pour d'autres raisons. Ici vous avez l'abattoir, ici vous avez les dépôts, ce qu'on appelle les dépôts d'immigration. Par exemple, les Indiens arrivaient. Vous avez, donc, je vous dis le nom des rues. Ici, c'est la rue de l'Impératrice, qui continue par la rue avec le nom de gouverneur. Vous avez plusieurs noms de gouverneurs. Bon, la baie de carénage. Vous avez la statue de Joséphine ici. Et puis, les terres Saint-Denis. Mais qui ne sont pas encore nommés, qui ne sont pas encore dénommés. Ce sont des numéros. Il n'y a pas encore de dénomination. Et c'est vraiment aussi du marécage. On aperçoit le cimetière de Fermat, qui était l'ancienne caserne de Gallieni, avec une chapelle aussi, mais je suis assez grande pour vous la montrer, elle est à gauche, et
apercevez le séminaire. Vous voyez le bâtiment ici, le séminaire, tout rive droite qui est croisé, qui n'est pas encore habité. Et puis par ici, alors vous avez la Méditerranée, vous avez le bassin Radou qui est déjà construit, qui est aussi le deuxième signe de la modernité de la ville de Fort-de-France. Très important. Deux éléments qui sont déterminants pour Fort-de-France, parce que c'est le seul bassin Radou dans les petites Antilles qui permet de réparer le bateau, d'avitailler le bateau, et qui a été construit pour la guerre du Mexique, permettre aux bateaux français qui allaient sur le Mexique pour la guerre du Mexique faire une halte et de pouvoir être réparé. Vous avez le dépôt de charbon et puis le transatlantique qui commence à s'installer à des bâtiments. Le monde Pichevin, le monde des Capucins, et ici je montre tout à l'heure de Madame Sidney, Olivier. Donc c'était lié en fait, aux gens qui habitaient. Alors on retrouve des noms que certains ont connus peut-être, le polygone, le déclieux, qu'aujourd'hui on ne connaît pas, mais c'est là qu'ont été fusillés 5 condamnés à mort après l'insurrection du Sud, le polygone de déclieux. On retrouve la route des religieuses, qui s'appelle déjà la route des religieuses, avec le monde des Capucins. Vous avez le monde Cartouche, qui est en fait aujourd'hui du buteur de Redoute, voilà, qui va vers la maternité, et puis voici la ville en 1870. Donc là, en 1870, on a déjà une préfiguration de ville, mais avec des noms de saints. Des noms de saints ou des noms de gouverneurs. Donc Vlo, par exemple. Alors, ici, c'est la carte, une carte qui a été faite, alors je n'ai pas la date précise, mais c'est avant 1935, c'est entre, on va dire, 1910 et 1935. Et là, sur cette carte, vous voyez, les noms ont changé par rapport à celle que je vous ai présentée. Là, vous retrouvez les noms que nous connaissons aujourd'hui. Donc, vous avez la rue Victor Hugo apparaît, la rue Lénac est toujours là, la rue Antoine Sigère, la rue Lamartine, la rue Ernest Renan, la rue Périnon, la rue de l'Amiral de Béton, cette fois-ci qui passe devant la mairie, et l'actuelle rue Victor Sévère, la rue de l'Amiral de Béton. Lazare Carando, on retrouve la rue François Arago, la place Bertin, la rue du bord de mer, la rue Garnier-Pagès, la Savane, la statue de Joséphine et la rue s'est appelée, on est passé de la rue de l'Impératrice à la rue de la Liberté. Et on retrouve beaucoup de noms d'aujourd'hui, et puis les mêmes Pichevet, donc Couilleville a disparu, mais les Tourelles apparaît, quartier des Théâtres-Ville, qui n'est pas encore tout à fait loti, hein, vous voyez, bon, Cartouche, quartier Gerbeau, Pont-de-Chêne, État civil, et puis vous avez quelques autres qui apparaissent, hein, quartier de la Rive droite, hôpital militaire, cimetière, la levée, qui commence à être bien dessiné, puisque le canal a été creusé, et puis le quartier de Rosanville, etc. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que c'est une municipalité radicale qui a pris le pouvoir, qui a été élue, qui est la personne de Victor Sévère, et qui, on va dire, a débaptisé les noms de saints et de certains gouverneurs pour mettre les noms des révolutionnaires de 1848, de la Révolution française de 1848. Il y a une révolution en février 48, et c'est cette révolution qui a mis en place le gouvernement provisoire de la République française. Et c'est pendant ce petit temps-là, la révolution a eu lieu le 5 février 48, et c'est dans les premiers jours de mars que la commission d'abolition de l'esclavage se met en place en France pour rédiger le décret d'abolition de l'esclavage. Cette république va être une république, on va dire, généreuse, dans le sens où elle respecte les idéaux de la République. Ça ne dure pas très longtemps. En juin, il y a une révolte des ouvriers à Paris, et en juin, ça bascule. La République, les républicains vont réprimer cette insurrection d'ouvriers parisiens de façon violente, et progressivement la République devient conservatrice. Les élections, la Constitution est votée, les élections présidentielles ont lieu en décembre, et c'est le neveu de Napoléon Ier qui est élu président de la République, et il va, donc en décembre 48, faire un coup d'État en décembre 51, il veut se maintenir au pouvoir alors que la Constitution prévoyait un mandat unique de 4
Deuxième République. Et donc, jusqu'à présent, nous avons cette empreinte de la Deuxième République, que Césaire n'a pas enlevé, sauf pour la rue Ernest Renan, il reviendra si vous le souhaitez, sauf pour la rue Ernest Renan, il n'a jamais, lui, voulu changer les noms des rues. Il y a déjà la rue Cherchère, j'étais en train de dire que j'ai oublié de le dire, il y a la rue Cherchère, la rue du Pavé, et puis la rue de la République. Alors, ça c'est la carte de 1935. Donc c'était pour vous montrer comment la ville se densifie et donc apparaissent de nouvelles voies de communication qu'il faut dénommer. Et donc, Fort-de-France a fait un choix, c'est pas un choix original, c'est-à-dire qu'a préféré dénommer les nouvelles voies qui se construisaient sans débaptiser les anciennes. Donc vous voyez déjà que ça se densifie autour du centre-ville, apparaissent des maisons, de nouvelles routes qu'il faut dénommer. Donc 1935. Et puis je vous ai mis pour juste que vous ayez la carte de Fort-de-France en 1950. Donc vous voyez par exemple Dillon n'existait pas, c'était toujours en 1950 la plantation de canne, les champs de canne à Dillon. Et donc vous voyez que le centre-ville est déjà bien structuré, bien organisé, et que en fait ce sont les quartiers périphériques qui ont commencé à apparaître et qu'il faudra dénommer. Bellevue, quartier Sainte-Catherine, Plateau Didier, Pont-de-Chêne, Lunettes Bouillé, quartier La Fontaine, La Route, La Batterie, Patronage de l'Espérance, L'Entraide, etc., Rivière-Monsieur, Plantation de Dillon, quartier de la DSF, Hydrobase, etc., Bord Dijon, on a déjà une évolution. Donc voici Fort-de-France en 1950, et pour terminer sur ces cartes, je voulais juste vous montrer quand même la carte de 2017, c'est-à-dire la dernière carte qui a été mise au point, elle a 6 ans. Vous voyez, nous avons changé complètement d'allure, d'où la nécessité, il y a un nombre incalculable de voies qu'il faut dénommer parce que la ville s'est étalée, il y a de plus en plus de rues, d'impasses, de chemins, etc., de boulevards, d'avenues, de quartiers nouveaux, et qu'il faut évidemment dénommer. Et vous voyez que c'est à ce moment-là que le quartier Pointe-des-Neiges apparaît. Il n'apparaissait pas encore, par exemple. Juste cette école-là, et vous voyez Dillon qui a été complètement construit, et donc avec des rues. Pardon, à la souris. Je sais pas. Ah, voilà. Donc je vous disais, apparaît, et ainsi de suite. Le quartier d'Arrondé ici, qui n'était pas sur le quota, et c'est surtout Dillon. Voilà Dillon. Donc vous aviez des champs de canard, et vous avez maintenant un énorme quartier, totalement densifié avec énormément de rues, de ruelles, d'impasses, de petits chemins, à qui il faut trouver des noms. Voilà. Donc ça c'était pour vous montrer l'évolution cartographique de la ville qui explique aussi qu'il faut dénommer. Alors, revenons à ce que nous disions, donner un nom est un acte politique. Dans toutes les villes du monde, les noms qui sont attribués aux lieux, aux rues, aux places, etc., sont signifiants d'un discours politique ou d'une absence de discours politique quand c'est par exemple un usage ou un environnement. Mais bon, c'est ça. Donc nommer une rue, c'est un acte volontaire en principe. Surtout si on veut se référer à une personnalité, si on veut lui rendre hommage, et parce que cela va devenir, comme le disait Mme Chaudet, un élément qui va durer, un élément du quotidien. On va vivre avec, on va travailler avec, ça va être notre adresse, on va passer à côté des statuts, des noms, et donc ça va devenir notre vie quotidienne. Donc la toponymie dénommée, ce n'est pas seulement un service technique, mais c'est un service politique. C'est pour ça qu'il y a une commission politique dans les villes, parce qu'en plus, depuis la loi de décentralisation, ce sont les mairies, ce sont les conseils municipaux, qui ont cette compétence. Donc, il y a certes des règles à respecter, il y a certes des lois, mais c'est d'abord un acte politique. Donc, il y a une symbolique des noms de rue. C'est le reflet
Et quand on débaptise, eh bien, on pose aussi un acte politique. Au-delà de l'aspect compliqué que l'on va vous expliquer de débaptiser parce que ça pose énormément de problèmes, c'est aussi un acte politique de débaptiser. Tous les nombreux débats, si je regarde aujourd'hui dans le monde, il y a un article à La Réunion, la maire de la capitale, le Cabaret, veut enlever la statue d'un ancien gouverneur de l'époque esclavagiste. Il y a une pétition pour, il y a une pétition contre. Elle veut l'enlever pour la mettre dans un musée. Il y a une pétition pour, il y a une pétition contre. Donc, vous voyez que ça suscite des débats. Ce ne sont pas des gestes anodins, ce ne sont pas des gestes que l'on peut faire à la légère. Et aujourd'hui, dans le contexte politique dans lequel nous sommes, c'est-à-dire de démocratie, où les citoyens sont de plus en plus avertis, de plus en plus renseignés, peuvent aller chercher eux-mêmes l'information, eh bien, il est de plus en plus difficile d'imposer aux citoyens une décision qui n'est pas co-construite, concertée, discutée, amendée, voilà, etc., etc. Mais bon, donc, je voulais terminer sur un paragraphe, parce que j'ai déjà parlé depuis 2 minutes, sur les perspectives et vous expliquer un petit peu ce que Césaire a voulu faire. Si on prend, je prends quelques exemples, 2 exemples, 3 exemples. La statue de Joséphine qui a posé beaucoup de problèmes, vous connaissez l'histoire, elle a été posée au centre de la savane en 1859, sous le Second Empire. Pourquoi elle a été posée en 1859 au milieu de la savane? 1859, on est sous le Second Empire, c'est-à-dire ce dont je vous ai parlé, le neveu de Napoléon Ier, qui fait le coup d'État et qui transforme la République en empire. C'est le neveu de Napoléon Ier, mais c'est aussi le petit-fils de Joséphine, par sa fille, le fils de sa fille. Bien. Il veut rendre hommage à sa grand-mère, qui a été impératrice des Français. Mais ce n'est pas que ça. C'est aussi le Second Empire à la Martinique, le retour du pouvoir colonial et la volonté d'effacer la Seconde République, la volonté d'effacer tous les idéaux de 48, de la Seconde République de 48. Et donc, c'est le moment du gouverneur Guédon, c'est le moment d'une répression très rude vis-à-vis des ouvriers, de contrôle strict, c'est le moment où les colons, qui ne sont plus esclavagistes, puisque l'esclavage n'existe plus, mais comme nous sommes toujours en colonie, l'économie coloniale et la société coloniale veut essayer de reprendre le dessus, de remettre sa marque. Et donc, mettre la statue de Joséphine, qu'elle soit ou pas pour ou contre le retour de l'esclavage, c'est pas ça le problème, c'est mettre un emblème. Et le mettre au centre de la savane, c'est le mettre au centre de la place la plus importante, qui est une place d'armes. Et elle est mise sur un piédestal, entourée comme ça se faisait à l'époque par de très belles grilles. Et elle symbolise le retour de ce pouvoir-là. Et donc, quand elle est déplacée par Aimé Césaire pour refait la savane, c'est un acte politique très fort. Alors, peut-être que pour nous, ça nous paraît un petit acte banal. Non, c'est un acte politique très important qu'il pose, parce qu'il dit, en faisant cela, qu'elle n'est plus au centre ni de la savane, mais ni du cœur des Martiniquais. On ne passe plus à côté. Enfin, on passait, on traversait, il y avait des allées dans la savane. Elle est reléguée. C'est important ça. On passe du centre à l'ex-centre. Elle est reléguée sur les côtés. Elle n'est pas enlevée parce que Aimé Césaire disait qu'il ne voulait pas effacer l'histoire parce que l'histoire ne s'efface pas. Elle n'est donc pas enlevée, parce que c'est sa conception, mais elle est reléguée sur les côtés. Ça veut dire qu'elle n'est plus dans notre cœur. Pas parce qu'il était contre Joséphine en particulier, mais parce que la statue de Joséphine symbolisait la remise au pouvoir des colons blancs et de ce type de pouvoir par rapport aux républicains. Donc cet acte-là est un acte éminemment politique qu'il fait et qui n'est pas du tout banal. Ça se fait en 73-74. Pas vis-à-vis de l'État, c'est un acte fort. Bon, je rappelle quand même que la statue n'a pas été offerte par l'État. Le marbre a été offert par Napoléon III, mais ce sont ce qu'on appelle les blancs créoles qui ont payé la statue, mais pas l'État. L'État n'a payé aucune statue en Martinique. Premier exemple. Deuxième exemple, c'est l'exemple type, c'est l'exemple de Victor Schœlcher.
Victor Schœlcher, le statut que vous connaissiez, qui était devant l'ancien palais de justice, a été mis en place, inauguré en 1904. Il y a eu une première commande de statut en 1902, avant 1902, mais l'évolution de la montagne l'a détruite. Ce sont les Martiniquais, c'est une souscription qui a été faite par les élus du Conseil général de l'époque et par des personnalités, évidemment, oui, des gens qui avaient un peu d'argent, qui ont fait une souscription pour avoir cette statue. Et pourquoi l'ont-ils mise devant le palais de justice à Port-au-Prince? Pour répondre à Joséphine. Parce que la République était revenue en 70. Et c'était une manière de dire aux Blancs créoles, vous n'êtes plus ceux qui commandaient. Il y a eu un personnel politique martiniquais. Et nous rendons hommage à Victor Schœlcher parce que nous rendons hommage aux idéaux de la République. Nous rendons hommage à la devise, nous rendons hommage à la volonté d'égalité des droits que nous réclamons depuis 1848 et même avant. Et donc, en mettant Victor Schœlcher devant le palais de justice, c'est une manière de dire nous voulons une société de justice et non pas de discrimination. Nous voulons une société où une minorité ne domine plus une majorité. C'est ce discours-là. Et c'est pour cela que cette statue était devenue le lieu emblématique de la commémoration de l'abolition de l'esclavage, y compris par les communistes, par les syndicalistes de gauche, jusqu'en 1970. Ce n'est pas parce que c'était des gens aliénés. C'est parce que Victor Schœlcher symbolisait à ce moment-là la lutte pour l'égalité des droits. Que fait Césaire? Il n'enlève pas la statue. Premièrement parce qu'il vaut, c'est lui qui le dit, il vaut à Schœlcher un culte. Mais il faudrait une conférence de 2 heures pour que je vous explique avec ces textes pourquoi ce culte à Schœlcher. Qu'est-ce qu'il fait? Il pose un acte qui est essentiel. Il dit 2 choses. Il dit premièrement, je ne nie pas le rôle de Victor Schœlcher. Et surtout, je ne nie pas la volonté de mes ancêtres radicaux socialistes et de gauche, qui ont voulu ce statut. Mais l'esclavage n'a pas été aboli seulement par la volonté de Victor Schœlcher. Donc il va rendre hommage à tous les anonymes qui se sont battus pour que l'esclavage soit aussi aboli. Et il fait à la fois un discours politique, mais aussi un discours historique, c'est-à-dire qu'il est très en avance sur son temps. En 1971, Victor Césaire dit, des gens se sont battus, et c'est parce que des gens se sont battus qu'il y a eu des abolitionnistes. Et il y a eu des abolitionnistes aussi qui ont aidé les gens qui se sont battus à abolir l'esclavage. Et les 2 discours vont ensemble. Mais ce qu'il fait, c'est qu'il choisit un quartier populaire, il ne choisit pas les centres-villes. Là encore, il va auprès des gens, parce que c'est son idéologie, il fonctionne, il va au cœur du peuple et il leur propose une statue qui est diamétralement opposée. Regardez, d'un côté vous avez du marbre, une matière dite noble, de l'autre côté vous avez du fer forgé. Le marbre est blanc, il est un peu avec des veines et il coûte cher. Là, il est lisse, donc pas mal dessus. Ici, enfin, il a abîmé par le temps, mais bref, c'est lisse. Là, vous avez du fer forgé, c'est rude, c'est rugueux, ça blesse. C'est parce que la liberté, elle se conquiert. La liberté ne se donne pas, c'est pas quelque chose de doux sur lequel on passe la vie. Il faut se battre, il faut verser son sang, c'est ce qu'il indique au Coran. Et puis d'un côté, vous avez un homme, d'un côté, vous avez une femme. Donc c'est vrai que là, il fait preuve vraiment d'avance sur son temps. Et puis vous avez la position. D'un côté, vous avez Victor Schœlcher qui regarde de façon très paternelle, voire paternaliste, un enfant qui lui envoie un baiser de reconnaissance et lui montre l'avenir. De l'autre côté, vous avez une femme qui dit qu'on n'a rien sans se battre et que c'est au combat avec des armes que l'on obtient. Et elle tient un enfant qui, cette fois-ci, est soit blessé, soit mort, parce qu'elle est allée au combat. Donc elle a sacrifié son enfant pour des valeurs. Donc c'est un message éminemment politique, éminemment fort, et donc le béton n'était pas peint. Le béton était volontairement pris en béton, parce que c'est la lutte qui est difficile. Aujourd'hui, on a peint le béton, je ne sais pas pourquoi. Parce qu'on croit peut-être que c'est plus joli. Non, parfois c'est pas ça. On détruit quand on peint le béton. On détruit le. Vous voyez, avec les arbres de voyageurs, ça donnait un côté écrin qui était intéressant, mais là, on disparaît. Alors, je voulais vous montrer
pendaient au pied des arbres en Louisiane, de ces noirs que l'on a lynchés et que l'on a tués sans procès. Et donc c'est pour ça qu'il y a cette structure avec ces gens qui pendent, avec les yeux bandés, à qui on a enlevé toute leur identité, toute leur mémoire, toute leur humanité. Et ils sont dans des cercles qui rappellent les cercles que l'on mettait autour des tonneaux, vous savez, des tonneaux de vin, parce que nous sommes à Bordeaux. Donc la ville de Bordeaux, par exemple, a choisi d'installer dans les jardins de la mairie une sculpture faite par une réunionnaise pour rendre hommage aux anonymes de la traite esclavagiste transatlantique. Autre exemple, j'ai pris ce qui est possible de faire aussi, c'est par exemple de mettre des explications à côté des noms de rue. Alors, l'ancienne commission à Fort-de-France avait commencé ce travail-là avec Jeanne Garcia, notamment pour le quartier de Terre-Saint-Ville, où il y a une plaque explicative. C'est extrêmement important. Et aujourd'hui, avec les moyens techniques que nous avons, vous voyez, en bas de l'arbre Cramon, il y a un petit code, QR code. Et donc, il y a évidemment un texte qui est peut-être long, peut-être trop long, mais vous avez un QR code qui vous renvoie à une notice pour savoir un peu plus de choses sur qui était ce monsieur. Donc le choix qui a été fait, c'est de ne pas enlever les plaques, mais en revanche d'expliquer la plaque, de poser un acte pédagogique. Donc j'ai mis Victor Sévère, parce que Victor Sévère attend son explication, et donc j'espère qu'il y aura des plaques explicatives. Et puis, dernier point, je pense va soulever le débat, la ville de Paris a fait une carte où elle montre comment elle a attribué des toponymes aux femmes illustres dans l'espace public. Alors vous avez soit des noms de rue, soit des plaques commémoratives. Et donc entre 2014 et 2019, vous voyez que le nombre de femmes a beaucoup augmenté, même si ça reste encore insuffisant, et que c'est encore un travail qui doit être fait. Donc Fort-de-France, en fait, Aimé Césaire, il a choisi une méthode pédagogique. Il a choisi de ne pas déboulonner, il a choisi de ne pas détruire, de ne pas enlever, mais d'apporter une contre-réponse, d'apporter un nouveau discours, de poser un autre acte. Après, peut-être qu'aujourd'hui, en 2023, si on ne connaît pas la signification, on ne comprend pas sa démarche, on peut considérer qu'elle est insuffisante, qu'elle n'est pas assez révolutionnaire, qu'elle n'est pas assez conscientisante, je ne sais pas. Mais en tous les cas, il avait une politique patrimoniale et il avait une volonté, par les noms des rues, par les statuts ou les gestes qu'il mettait, de dire à la population que son histoire est présente. Et donc, si vous allez dans les nouveaux quartiers de Dillon, c'est là que vous allez par exemple trouver des noms comme Lumina Sophie, c'est là que vous trouvez la Fête Solitude, parce qu'il a grandi. C'est au Terre-Saint-Ville que vous trouvez tous les révolutionnaires de la Caraïbe, Belgrès, Bolivar, pour le Venezuela et l'Amérique latine, toute cette ouverture, et vous trouvez aussi tous les communistes, tous les grands communistes, tous les grands socialistes français et martiniquais aussi. Voilà, j'arrêterai là parce que je suis trop long, et puis je répondrai à vos questions. Je vous remercie. Première intervention, vous avez vu qu'il y a des choses à dire. Nous avons voyagé de la France à la Martinique et même là. Elisabeth a pris des exemples. Nous sommes à Fort-de-France dans la même démarche de féminiser parce qu'on a parlé de l'espace public et nous y travaillons. Vous verrez que c'est un travail important qui est mené, c'est vrai, par la commission dont on vous a parlé, qui comporte des élus et des personnalités, soit des historiennes, soit des personnalités publiques, soit des personnes qui se sont illustrées, qui connaissent l'histoire et qui apportent leur contribution à la commission, mais il y a un service avec une directrice qui est là ce soir avec nous, Sydney, et qui va, elle aussi, nous parler de toute cette procédure administrative qu'il va falloir suivre. Parce que dénommer c'est bien beau, ça a un sens, mais c'est utile aussi. C'est utile pour vous, pour nous, parce que nous avons besoin d'une adresse
dès que vous êtes quelque part, vous faites une démarche, on vous demande, mais donnez votre adresse. Et il faut que cette adresse soit extrêmement précise, extrêmement détaillée. Et ça de plus en plus. Donc il y a une progression de l'adressage. Et pour que ça progresse, il faut des personnes, il faut des gens, il faut un service qui travaille et qui contribue à justement signaler. Parce qu'une fois que c'est dénommé, il faut une signalisation. Il faut une histoire derrière cette signalisation. On vous a dit qu'on ne peut pas tout effacer. Donc il faut expliquer quand on change la dénomination. Donc c'est tout un travail extrêmement important qui prend du temps et qui des fois n'avance pas aussi vite que les citoyens voudraient. Parce que certaines personnes disent « Mais moi, il y a un problème chez moi, j'ai écrit et justement, je n'ai pas encore de réponse. » Alors on va vous dire pourquoi vous n'avez pas tout de suite une réponse et on va vous dire que si des fois il n'y a pas de réponse, c'est qu'il faut tenir compte de vous qui avez une réclamation, mais aussi du quartier, d'un ensemble de choses. Il faut interroger à droite, à gauche et ça prend du temps. Alors, Madame